Bonjour. Ah. C'est toujours dur de commencer, hein. Voilà. Bonjour, bonsoir, c'est vous qui voyez. On est dans le récap film et aujourd'hui on voit ce que j'ai vu en mars. Donc le premier film, Nicky Larson, réalisé par Philippe Lachaud. Je fais partie de ces immondes personnes qui, quand a entendu que le projet de Nicky Larson arrivait en live action par un réalisateur français, a dit c'est pas une bonne idée. Tu vas voir, ça va être de la grosse merde. En vérité, ce qu'il aurait fallu dire, c'était que c'était un pari risqué, parce qu'il y avait 1000 façons de faire de ce film un gros navet. Et Philippe Lachaud a réussi à trouver la manière de le rendre génial. D'habitude, quand je vois un film qui me fait rire, je ris un petit peu, et puis je me retiens, j'attends de voir la suite, je dérange pas trop les autres. Là, c'était pas possible. C'était pas possible, j'ai ri, j'ai des gens, ils se retournaient vers moi tellement je riais fort, j'en pouvais plus. Oh là là. Je sais même pas si j'ai déjà ri comme ça devant un film au ciné. À la maison, il me semble, mais au ciné, je suis pas sûr. Mon côté bof, il s'est régalé. Le film a beaucoup de bofitude, mais c'est de la bofitude un peu à l'ancienne, un peu classe. C'est-à-dire, on est plutôt sur une vue volée sur un sous-vêtement, un petit décolleté par-ci, une culotte par-là, sur toujours des femmes très belles qui ont toujours beaucoup confiance en elles. On n'est pas sur les jambes écartées et du twerk dégueulasse. Vraiment, on en est très loin. On est plutôt sur du fantasme du corps féminin, sur l'érotisme en quelque sorte. Et c'est bien maîtrisé. Ça reste bof, mais Nicky Larson était comme ça. L'un dans l'autre... Quitte à ce que ce soit de la bofitude, je préfère que ce soit dans ce sens-là. Les seuls moments qui vont loin, du style par exemple, on a un twerk dans le film, mais c'est sur une scène qui en fait tellement des tonnes que on voit que ça part trop loin. Surtout qu'en plus le twerk il est filmé de loin dans un environnement qui est lui-même drôle. Et en plus c'est pas un twerk de ouf. On a une seule poitrine découverte, la situation est complètement inattendue, la scène est complètement over the top, et elle échappe complètement au personnage qui souhaitait pas du tout cette situation. Petit détail, ma femme qui a vu le film avec moi m'a dit à cette scène « J'aimerais bien avoir une poitrine aussi belle quand j'aurai son âge. » Et pour info, c'est du faux, c'était une fausse poitrine. De la même manière, j'ai bien aimé l'absence totale de blagues homophobes, alors que l'histoire c'est quand même un personnage hétéro pervers qui tombe amoureux d'un gars. Il n'y a jamais de rejet, il n'y a jamais de dégoût, et on entend une seule fois de tout le film de la part de Nicky Larson, je suis hétéro. C'est la bonne manière d'aborder le truc. Il kiffe sa situation d'hétéro pervers, hein, je veux dire, il la regrette pas une seule seconde, donc c'est plus ça qui l'embête, de devoir tirer un trait sur une vie qu'il aime, plutôt que tomber amoureux d'un homme. Les caméos et les références, elles pleuvent, mais plus que le sel de Salt Bae. Il se bat contre des mecs qui met à terre dans une scène de combat hyper bien tournée, et juste en partant, il fait « Allez, salut les musclés ». Ça, c'est le genre de référence que j'aime bien. Elle passe crème, ça passe dans le film tel quel, même si on n'a pas la référence, et quand t'as la référence, tu fais « Ah !» et c'est tout. Ah ! Les passages d'action sont franchement géniaux. J'attendrai maintenant de la part des films français d'action qu'ils aient un niveau de qualité au moins équivalente à ce film. Alors, le film rend énormément hommage au matériau original et à toute la génération Club Dorothée, donc forcément ça se traduit aussi dans la musique. Il y a pas mal de musiques qui étaient dans l'animé original, qui sont très cohérentes à l'intérieur de celui-là. En tout cas, il n'y a rien qui m'a choqué. Les quelques chansons des années 80-90 sont sur des passages très courts et qui collent toujours très bien à la scène. Il y a 2 musiques de Mozart dedans, dont la Lacrimosa en ré mineur, qui est tellement dramatique et morbide à la fois, qui colle tellement bien à la scène d'action sérieuse avec Nicky Larson, mais je suis à peu près certain qu'il y a une scène comme ça dans l'animé original, il me semble. Je suis pas un expert, faudrait que j'arrête de me faire passer pour un expert, c'est pas possible. Mon seul regret, c'est de pas avoir réussi à trouver les musiques originales de Maxime Després et Michael Torchman. A priori, ils en ont composé quelques-unes pour le métrage, mais impossible de les trouver. Elles sont suffisamment bien faites pour passer inaperçues dans toute l'OST. Donc, je pourrais pas dire avec certitude qui vient de quoi. D'un autre côté, ça veut aussi dire que elle rentrait parfaitement dedans. Au niveau du sound design, c'est pas mal, c'est plutôt discret, notamment sur les coups de feu et les explosions, on est loin des effets à l'américaine, mais je pense que c'est pour être raccord avec l'animé en VF.
Je m'explique. City Hunter, c'est le nom du manga original de Nicky Larson. C'est ce qu'on appelle un seinen, c'est-à-dire que c'est un manga qui s'adresse à des gens qui sont dans la fin de l'adolescence, début de la majorité. Le contenu est souvent mature, ça parle de sexe ouvertement, il y a des choses immorales, des meurtres, de la torture physique, psychologique. Bref, ça s'adresse pas vraiment aux enfants, le seinen, même s'il y en a beaucoup de genres différents. En France, on a longtemps considéré que le dessin animé, ça s'adressait aux enfants, voire même aux jeunes enfants. Le problème, c'est que du coup, on a acheté des licences d'animés japonais qui marchaient bien là-bas, mais qui s'adressent pas du tout à des enfants. Je pense notamment à Nicky Larson et le très célèbre Ken le Survivant. Et ce qui s'est passé, c'est que, on les avait achetés, il fallait bien les diffuser. Le problème, c'est qu'on peut pas les diffuser tels quels. Du coup, pour atténuer la violence, en dehors de la censure des scènes des plus violentes, notamment dans Ken le Survivant, on a beaucoup exagéré le comique bêta, voire même rajouté, alors qu'il avait rien à faire dedans, du comique très bêta, surtout sur le doublage, et on a beaucoup baissé le bruit des choses violentes, les coups de feu, les explosions. D'ailleurs, les coups de feu qu'on entend le plus sont ceux qui ne sont pas destinés ni à blesser ni à tuer, et ce de manière évidente. Et puis de manière générale, je pense qu'on peut juger de la violence d'un film par rapport au volume des coups de feu et des explosions. Je pense notamment par exemple à... Comment il s'appelle ? Je pense notamment à Ready Player One, qui a une scène d'explosion où plein de monde meurt, mais l'explosion et le crash en lui-même fait presque pas de bruit. Si vous me le permettez, un petit moment fanboy. Dorothée, c'était cool. Hélène, je m'appelle Hélène, c'était trop cool. Le combat avec le mec nu au milieu, il était génial. Le mec qui fait Mammouth, c'est tellement Mammouth, mais c'est tellement lui. Oh, Mammouth. Je t'aime, Mammouth. Le deuxième film que j'ai vu en mars, c'est Captain Marvel, réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck. Le film est cool, il est même très cool. Visuellement, on arrive à des niveaux d'effets spéciaux assez dingues. Les vaisseaux spatiaux au tout début du film, je me suis posé la question de si c'était en réel ou pas. L'effet du pouvoir de Captain Marvel, il est magnifique. Juste, le script souffre de quelques effets de zèle qui rendent certains passages très étranges. Nick Fury avec le chat dans la base, ça va beaucoup trop loin, je ne comprends pas. C'est écrit par des gens qui ont pas de chat et qui regardent les gens qui aiment les chats sur internet. Il y a aussi les musiques des années 90 qui ont été mises au forceps et que ça colle pas toujours. Et il y a le discours féministe qui est... Je critique pas le fait qu'il y ait un discours féministe. Le discours féministe, il est évident dans le film, mais clairement, il est pas aussi maîtrisé que sur les derniers films, notamment à Wonder Woman et même Alita Battle Angel, voire même Une femme d'exception. Les critiques et les insultes sont toujours hyper personnelles. Une amie à moi m'a fait remarquer qu'elle préférait ça parce que du coup, ça en fait une héroïne comme les autres, puisque sur les héros masculins, on se pose pas la question du féminisme. C'est toujours des attaques personnelles. C'est valable. Je comprends, mais c'est mal intégré au film qui a un vrai bon discours en dehors de ça. Les personnages principaux féminins font démonstration de leur incroyable capacité de pilotage et expliquent pendant le film que, parce que ce sont des femmes, elles étaient obligées d'être maximum pilotes d'essai et non pas en service. C'était clair, parfaitement intégré au film et au dialogue, bref, c'était cool. Et son mentor à la fin qui arrive pour se battre au corps à corps et qui dit « Prouve-moi que tu peux y arriver » et qu'elle le défonce avec son pouvoir et qu'elle lui dit « J'ai rien à te prouver ». Cette partie-là était vraiment excellente. C'est jouissif à voir, ça va parfaitement dans le film, c'est bon sur la forme, sur le fond. Bref, cette scène-là était excellente, mais il y en a qu'une. Au niveau du son et de la musique, Marvel a quand même un niveau de qualité minimum qui est quand même pas mal. Les bruitages à la Marvel, plutôt exagérés, compressés un petit peu, donc ça sonne pas complètement naturel, mais c'est cohérent et dans le film et dans l'univers Marvel. Donc ça passe crème. Juste, il y a un personnage complètement tertiaire qui a 2 sabres laser, c'est très cool, mais les bruits des sabres sont un peu trop forts dans le film, et du coup ça leur donne une présence et une importance qu'ils n'ont pas du tout à l'image, donc ça fait un peu étrange, mais bon, c'est le seul truc qui m'a titillé. Pour parler de la musique, ils ont fait un peu comme dans Bumblebee, c'est-à-dire mettre des musiques d'époque, donc là les années 90, mais c'est vachement moins bien fait. Dans Bumblebee, toutes les musiques d'époque correspondaient vraiment aux scènes quand elles étaient présentes. Là,
Ouais, c'est pas trop ça quand même. Hein. Alors oui, on a du grunge et du rock, ce qui est toujours cool dans un film, mais on a par exemple Just a Girl de No Doubt, c'est le groupe de Gwen Stefani avant qu'elle parte en solo. La musique dedans, elle est bof dans le sens que déjà, la musique est beaucoup trop légère et drôle en termes d'ambiance à la scène. Ok, elle galère un petit peu, mais c'est une scène plutôt sérieuse, on n'a pas du tout le côté aussi drôle de la musique. Et en plus, au niveau des paroles, ça fait un contresens, parce que dans les paroles, c'est une femme qui est oppressée et qui veut se sortir de sa situation, et dans le film, elle a déjà cassé ses chaînes, elle est en train de botter le cul de tout le monde. Ils auraient mis cette musique, par exemple au tout début, quand elle s'entraîne pour la première fois contre son boss, on s'attend pas à ce qu'elle trouve ça drôle de venir se battre et de s'entraîner contre son chef, et à ce moment-là, on est clairement en train de la formater pour qu'elle devienne ce qu'elle ne peut pas être. Et à ce moment-là, ça aurait fait sens. Mais pas au moment où ils l'ont mis dans le film. Et le pire, c'est quand ils ont mis Lithium de Nirvana. Ça colle pas du tout en termes d'ambiance. Alors oui, en termes de sens, si on peut trouver un sens aux paroles de Nirvana de manière générale, qui dit « Viens comme tu es, comme tu étais, comme je veux que tu sois », à ce moment-là encore, je peux comprendre pourquoi ils l'ont mis, mais alors en termes d'ambiance de chanson, ça va pas du tout. Du tout. Par contre, les musiques originales de Pinar Toprak, qui est une compositrice turque, sont vachement bien. Beaucoup de cuivres bien épiques qui sont bien présents pendant tout le film. Un gros travail sur les percussions et le rythme de manière générale, notamment des percussions plutôt aiguës, et rapides qui sont pas mal, et il y a pas mal de passages avec du charleston de batterie et de la vraie batterie de manière générale, et même de la guitare électrique qui sont dedans, que je m'attendais pas du tout à avoir dans le film. Les roulements de Charlie qui sont dedans sont toujours vachement bien, et les petits passages de guitare électrique ils sont pas très forts dedans, mais ça donne un aspect très cool à la musique. Troisième film que j'ai vu en mars, Us, le deuxième film de Jordan Peele. J'étais vraiment sur le cul, le film il laisse personne indifférent. Je l'ai trouvé vachement original dans son développement. Le coup du double maléfique dans les films d'horreur, c'est pas nouveau, mais il y a une manière de le faire frontalement, sans aucune pitié pour personne. Je me rappelle pas trop de quelque chose qui a été fait dans cette veine-là. D'habitude, les films d'horreur, ils aiment bien prendre la tangente, voir sur le côté. Celui-là, il est frontal, vraiment. Là, le film, dès le début, il a une ambiance angoissante au possible, avec la petite fille qui est hyper bizarre et la musique. On n'est pas sur un film qui va créer vraiment de la surprise ou de la peur tel qu'on l'entend, mais il y a vraiment un gros malaise qui se crée en termes d'ambiance qui est incroyable. Les méchants sont dévoilés vachement vite, mais clairement, il y a un travail sur la dissonance cognitive et sur la vallée dérangeante en quelque sorte, bien qu'on parle pas de robots. La vallée dérangeante, en fait, c'est une théorie d'un inventeur en robotique qui dit que les robots qui nous ressemblent de plus en plus, il y a un moment donné où ils nous ressemblent, mais un petit détail qui fait qu'on sent qu'ils sont pas humains les rend extrêmement dérangeants, voire terrifiants. Et là, on joue un peu là-dessus, parce qu'on a des acteurs qui sont manifestement humains, et ces personnages sont manifestement humains physiquement, mais ils ont des manières de bouger, de s'exprimer par leur visage, par leur comportement, et des manières de faire des bruits et de parler, tellement bizarres que c'est hyper dérangeant. Des méchants, il y en a qu'une seule qui parle, et quand elle parle, t'as l'impression que c'est la première fois qu'elle utilise ses cordes vocales de sa vie, c'est très étrange, c'est très dérangeant. Et tous les autres personnages font des genres de bruits d'animaux, l'équivalent du père, qui a un bruit très primaire, vraiment, et le cri du double, du blond, ceux qui ont vu le film comprendront, il a un cri qui fait froid dans le dos. Ah, vraiment, c'est dérangeant. Et du coup, tout dans leur comportement dément ce qu'on voit physiquement en termes d'humanité, et c'est ça qui est vraiment dérangeant avec ces méchants. Une autre chose dont le film se prive pas du tout et qui est à la fois original et vachement dérangeant, c'est la violence envers les enfants et par les enfants. Malgré la volonté des parents de protéger leurs enfants, ils sont obligés plus d'une fois de se débrouiller et de survivre par eux-mêmes. La musique est hyper importante dans le film, alors oui, c'est évident dans un film d'horreur, mais là, vraiment à l'intérieur même du film, donc il y a un élément qui revient un peu plus tard dans le film qui concerne le rythme.
Il y a un autre moment où la famille des amis des personnages principaux se font attaquer par leur propre double. La mère agonisante demande à son équivalent de Google Chrome d'appeler la police, ce à quoi le genre d'Alexa répond en mettant Fuck the Police des NWA. Du coup, c'est vachement fort parce qu'il y a à la fois l'ironie de la situation, il y a aussi le décalage entre la musique et qu'est-ce qui se passe à l'écran qui rend la scène dérangeante aussi, et dérangeante aussi dans le fait que la musique abaisse un peu la tension et donc du coup nous fait respirer un peu parce que on a besoin un peu d'air dans ce film. Clairement, les passages qui sont plus cool sont vraiment les bienvenus. Et en plus c'est dégueulasse parce que on se sent coupable d'avoir cette tension qui baisse alors que ce qui se passe à l'écran est complètement horrible. Surtout qu'en plus, pour en rajouter, on est presque heureux de les voir souffrir parce que vraiment c'est une bande de connards superficiels quoi. En termes de sens, ça montre aussi que quand tu fais face à tes mauvais côtés, à tes propres démons, eh ben la technologie ne peut pas t'aider parce que c'est pas son rôle, elle est pas là pour ça. Tu es obligé de t'en sortir par toi-même. Pour parler du design sonore, il est assez discret, mais la musique est tellement présente que clairement il n'y avait pas la place pour du design sonore trop présent non plus. La musique originale, elle m'a vraiment mis mal à l'aise quand je l'ai écoutée tout seul chez moi. Franchement, j'étais pas bien. Ça reste majoritairement de la musique orchestrale, mais elle est vraiment diversifiée, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Les thèmes principaux sont beaucoup plus structurés, ils restent beaucoup en tête, notamment celui avec la chorale au tout début, d'ailleurs qui s'appelle l'hymne, qui est un peu à l'image des antagonistes, c'est-à-dire que on entend que c'est des voix humaines, mais elles sont tellement saccadées, c'est très court, c'est comme si ils savaient pas vraiment parler et qu'ils criaient, et c'est très fort, c'est très puissant. Quasiment toutes les notes de musique du film ont le même instrument qui fait une note quasiment égale avec un ton dissonant, donc ça donne vraiment un aspect malsain et malaisant à tout le film. Et d'ailleurs, c'est raccord dans le film avec le double maléfique, en quelque sorte. Il y a des moments où la musique sait se faire douce, notamment étrangement quand l'un des doubles enfants meurt. La musique est vraiment douce à ce moment et c'est très étrange et à la fois ça passe vraiment bien. Et il y a d'autres moments, la musique sait véritablement se faire violente. Dans le trailer d'ailleurs, on voit à un moment donné où la petite fille doit courir pour échapper à son double. La musique à ce moment-là est tellement violente. Tout l'orchestre qui fait des pizzicato, c'est des notes très courtes, qui sont jouées avec une violence inouïe, tout en même temps. Rajoutez à ça la dissonance, les percussions, l'aspect hyper rythmique. Cette musique particulièrement, elle m'a rendu mal. Un autre aspect intéressant, les musiques qui vont représenter les antagonistes est beaucoup plus chaotique en quelque sorte. La musique agit vraiment presque comme un sound design à ce moment-là. Elle réagit vraiment au quart de tour à ce qui se passe et à ce qui ne se passe pas à l'image. Ça rajoute justement ce côté un peu chaotique et imprévisible, comme les antagonistes. Sur les choses qui rajoutent du malaise, il y a des moments où, par exemple, les violons vont avoir une très légère augmentation de ton. Ça a pour effet de donner l'impression qu'on perd l'équilibre un petit peu. C'est comme si le sol sous nos pieds était plus stable. C'est comme si on avait du sable un peu sous les pieds. Et à d'autres moments, on a les instruments qui font un genre de drop léger aussi, donc qui devient légèrement plus grave. Ça donne un sentiment de vertige. Sur le passage où ils vont dans la première fois avec la famille, la musique est plus structurée, puisque là on parle des héros et c'est l'avancement de l'histoire. L'instrument en percussion qui a des sonorités très douces, elle est sur quelque chose qui est pas vraiment harmonieux, donc qui a ce côté très étrange, et il y a ce grincement horrible qui vient régulièrement dans la musique. La musique est très impressionnante parce qu'elle a vraiment utilisé tous les moyens qu'elle avait pour rajouter dans le malaise. Et c'est vraiment très fort. Une des choses qui rend le film aussi très intéressant, c'est le nombre de niveaux de lecture qu'on peut avoir et qu'on peut ne pas avoir. Parce qu'en fait, le film, on peut le prendre au premier degré du début à la fin et ça passe crème. Juste à la fin, c'est un peu symbolique, mais il y a un nombre de niveaux de lecture, à chaque fois que je me renseigne, j'ai un nouveau niveau de lecture encore plus intéressant. Non, vraiment, ce film est très riche en sens
sur beaucoup de choses. Quatrième film que j'ai vu en mars, mais je vais pas énormément en parler, c'est Life in 12 Bar. C'est un documentaire sur la vie de Eric Clapton, donc qui est un guitariste, chanteur de blues et de rock très très connu. Si vous le connaissez pas, c'est sûrement que vous êtes trop jeune et que vos parents ne vous ont pas éduqué correctement. Écoutez du Eric Clapton quand même. J'ai hésité à ne pas du tout en parler dans le récap film, mais c'est aussi pour montrer que tous les films sont pas forcément intéressants à analyser au point de vue de la musique. Là, par exemple, c'est un documentaire sur un musicien. La musique originale qui est dans le film ne sert qu'à illustrer ce qui se passe à l'image et la vie de ce pauvre monsieur qui a vraiment une vie de merde. C'est incroyable, je savais pas du tout, mais... Analyser la musique a aucun sens pour ce film, puisque la musique en elle-même est purement illustrative pour le documentaire, et la musique de Eric Clapton, et ben c'est la musique de Eric Clapton, enfin je veux dire, ça serait répéter le film, donc ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'était intéressant. Alors pour le détail, pourquoi Life in 12 Bar? C'est parce que bar en anglais c'est une mesure, et le blues traditionnel tel que on le connaît tous se fait en 12 mesures. Donc voilà, c'était tout pour les films que j'ai vus en mars. Sur ce, je vous dis le mois prochain. Si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous, partagez, faites ce qui vous fait plaisir. Ciao, au mois prochain.